Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de la Bande FM. Alors vous le savez, la Bande FM, c'est cette émission qui vous donne la parole. Nous sommes ici pour être à votre écoute, pour vos témoignages, pour vos questions. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un invité spécial qui est Roland Lescure, le député des Français, le député des Français d'Amérique du Nord, c'est-à-dire du Canada et des États-Unis. Évidemment, il est très occupé en ce moment. Donc, merci, monsieur le député, de prendre le temps de venir ici pour répondre aux questions des lecteurs de French Morning pour les États-Unis et puis de Maudit Français pour ceux qui sont à Montréal. Alors, nous en avons reçu déjà beaucoup de vos questions par email. On s'efforcera de les relayer, mais vous pouvez, c'est le but, aussi les poser en ce moment en direct, soit en Q&A sur le Zoom à l'écrit, et puis surtout à l'oral. Vous lèverez la main. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça se fera pour que vous puissiez intervenir. Si vous nous suivez sur le Facebook Live, comme la majorité d'entre vous, vous pouvez aussi intervenir en commentaire, mais pour pouvoir parler en direct, c'est sur le Zoom que ça se passe. Et là, il y a un lien sur le Facebook Live qui vous permet de nous rejoindre ici. Voilà, donc après ces considérations pratiques, laissez-moi vous présenter l'équipe de French Morning et de Maudit Français qui sera avec moi aujourd'hui pour être votre relais auprès du député Roland Lescure. Alors, Isabelle Delorme qui est à Montréal pour Maudit Français. Bonjour Isabelle. Il y a ici à New York Alexis Puisson et Grégory Durieux qui, lui, est à Miami. Bonjour Grégory. Et puis vous, chers auditeurs, vous êtes évidemment partout au Canada. Alors allez-y, posez vos questions. C'est le moment. Monsieur le député, d'abord, merci encore une fois de prendre le temps d'être avec nous. Alors en France, on parle de déconfinement avec prudence, avec beaucoup de précautions, mais on parle de déconfinement, ce qui fait que pour nous, Français des États-Unis, Français du Canada, eh bien, ça pose la question quand est-ce que je vais pouvoir retourner en France? Vais-je pouvoir aller en France? Énormément de questions là-dessus. Alors, aller en France, évidemment, pour les vacances, pour certains, mais pas seulement. Il y a plein de gens qui ont besoin pour des raisons familiales, parfois dramatiques, pour des raisons professionnelles, pour des raisons parce qu'ils n'ont plus de visa ici, ou qu'ils doivent renouveler leur visa, etc. Beaucoup de situations, parfois un peu lourdes d'ailleurs, donc on les évoquera. Mais la première question que je voudrais vous poser là-dessus, c'est cette fameuse question de la quarantaine. Parce qu'on l'a vu, le Parlement samedi dernier a voté une loi dans laquelle il encadre la possibilité, il autorise et il encadre la possibilité pour le gouvernement d'assigner tous les Français qui reviendraient au pays à quarantaine. Et puis le Conseil constitutionnel lundi a fait une interprétation un peu plus rigoureuse de cette loi, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et la première question très directe que je voudrais vous poser, monsieur le député, c'est est-ce que oui ou non, les Français qui voudront aller en France à partir de maintenant seront soumis à la quarantaine? Alors, bonjour, merci d'avoir organisé ce Zoom/Facebook Live et bonjour à tous et à toutes, que vous soyez au Canada ou aux États-Unis. Toutes les rencontres que je fais avec les Français d'Amérique du Nord, et c'est bien normal, commencent par des questions autour de la mobilité et plus récemment autour de cette fameuse quatorzaine, telle qu'on l'appelle, puisque si elle se met en place, ce sera 14 jours et non pas 40, comme historiquement la quarantaine. La loi a été votée dimanche, le Conseil constitutionnel l'a validée à une ou deux limites lundi, et le gouvernement est en train de faire les derniers arbitrages pour publier un décret qui fixera les conditions de cette quatorzaine. D'abord, évidemment, je sais que je le répète à chaque fois, mais je vais le répéter quand même, l'objectif premier de cet été, c'est d'éviter au maximum la circulation du virus. Donc, même en déconfinement, même pendant des vacances d'été, même pendant des mobilités obligatoires. Vous l'avez dit, il y a par exemple des étudiants qui terminent leurs études et qui souhaitent rentrer en France. Il y a des gens qui souhaitent rentrer en vacances. Il y a des gens qui perdent leur job et qui veulent rentrer en France ou qui rentrent en France parce qu'ils ont trouvé un job. Et puis malheureusement, des gens aussi qui rentrent plus temporairement en France pour assister à des obsèques, notamment évidemment du fait du Covid-19. Donc, les conditions de cette quatorzaine vont être fixées dans les jours qui viennent, je pense, dans la semaine qui vient. Moi, je suis en contact quotidien avec le gouvernement. J'étais au téléphone avec Matignon tout à l'heure. Bon, d'abord, retenez une chose, c'est important quand même. Un Français ou une Française, où qu'il soit dans le monde, peut toujours rentrer en France. Donc, il est hors de question de fermer les frontières ou de vous interdire de rentrer en France. Même si Même on si n'a pas de domicile habituel ou permanent en France. Exactement. Le conseil personnel, c'est de limiter les déplacements, à la fois pour vous, parce qu'évidemment, dans un déplacement, la probabilité d'attraper le virus est plus importante, et pour tout le monde, parce que si tout le monde se remet à se déplacer,
partout dans le monde, évidemment, là c'est sûr, on a une deuxième vague. Deuxième point, si cette quatorzaine s'applique, moi je suis en train de bien éveiller, je dirais, la conscience de nos gouvernants à ces cas particuliers. Dire quelqu'un qui malheureusement perd un parent du Covid ne va pas rentrer en France pour se mettre en quatorzaine alors qu'il ou elle vient pour des obsèques. Et donc ils ont bien ça en tête. Ce qu'on appelle des motifs familiaux impérieux seront pris en compte. Quelqu'un qui rentre parce qu'il a un job qui s'ouvre le lundi, on ne va pas lui demander de passer 14 jours en quatorzaine, donc des motifs économiques impérieux sont aussi pris en compte. Ensuite, la manière dont ça va sans doute se passer. Si vous rentrez en France, tout court, pour passer l'été en France, pour visiter vos proches, parce que vous rentrez en France définitivement, on vous demandera à l'arrivée si vous avez un domicile ou si vous n'en avez pas. Si vous avez un domicile, vous le déclarerez et cette quatorzaine se fera chez vous. En fait, ce sera tout simplement ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire un confinement. Vous rentrez chez vous, vous restez chez vous, vous évitez de sortir au maximum, vous vous débrouillez pour vous faire aider pour les courses, vous n'allez pas travailler, vous ne prenez pas le transport en commun, vous aurez un certificat qui vous permet évidemment d'éviter tout ça, mais vous êtes chez vous. Vous êtes confiné, en fait, comme vous, la plupart d'entre vous l'êtes aujourd'hui aux États-Unis ou au Canada. Si vous n'avez pas de domicile déclaré, là, il y aura la possibilité d'être en quatorzaine dans un hôtel, dans un lieu qui aura été réquisitionné par l'État et qui vous permettra d'y être. Je pense que ce sera des cas évidemment très limités pour ce qui est des Français d'Amérique du Nord, mais on peut imaginer que dans d'autres zones, il y ait des retours plus forts, plus nombreux de Français qui vivent depuis toujours dans d'autres zones géographiques et qui auront du coup besoin d'être mis en quatorzaine dans des lieux publics, comme on dit, des lieux tiers. Mais pour le reste, si vous avez un domicile, que ce soit un parent, un ami ou le vôtre, vous pouvez évidemment le déclarer comme votre domicile et y aller. Très bien. Merci beaucoup. On va tout de suite aller à Montréal pour rejoindre Isabelle. Isabelle, est-ce qu'il y a déjà, je crois qu'il y a, enfin, j'en suis sûr, il y a déjà des questions. Oui, alors je crois que nous avons en ligne Claudine qui a une question à poser parce qu'elle souhaiterait aller s'occuper de sa mère en France. Claudine, vous m'entendez? Claudine n'est pas là. Claudine a disparu. Elle était là, elle a disparu. Alors sinon, je vais poser sa question. Voilà, sa maman a 95 ans. Ah, elle est là? Non. Non. Voilà, Claudine. Okay. Alors oui, Claudine. Est-ce que vous nous entendez, Claudine? Je vous entends. Magnifique. Je vous entends bien. Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Claudine, vous pouvez poser votre question. Bon, écoutez, moi, ça me stresse. Bon, je suis en pleine forme. Je fais du yoga tous les matins. Je fais mon exercice tous les matins, mais j'ai 70 ans. Alors, on nous met dans une catégorie de vieux que je haïs. Mais alors, je haïs ce vieux-là. Je suis en pleine forme. La seule chose que je me demande, ma mère a 95 ans, elle est toute seule. Ma sœur est là, mais elle devrait revenir elle à Montréal. Chaque année, on s'échange de temps. Elle habite Montpellier. Mon problème, c'est faire Paris, Montréal-Paris, Paris-Montpellier. Et puis là, je me mets en quatorzaine, pas chez elle. J'ai un ami qui est médecin, donc je suis bien entourée. Je vais avoir une maison à moi toute seule. J'aurai personne autour de moi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que quand je vais arriver à Paris, on va vous dire vous ne pouvez pas parce que vous devez reprendre un avion ou vous devez reprendre le train ou quoi que ce soit? Alors, Claudine, d'abord, bonjour. Bravo pour le yoga. Je pense que c'est une bonne manière de rester en forme. On a non pas l'âge de ses artères, mais l'âge de son état d'esprit. Et je sens une personne bien jeune au bout du fil, donc continuez. Bon, d'abord, vous pouvez rentrer en France. Le fameux 100 km ne concerne pas le retour en France. Donc, c'est vrai que le déconfinement aujourd'hui, moi, je suis actuellement à Paris. Je ne peux pas aller au-delà de 100 km de mon domicile, sauf, là encore, pour des raisons impérieuses. Si mon job m'oblige à aller à Marseille, je peux aller à Marseille. Si j'ai une personne de ma famille qui est malade à visiter à Grenoble, je peux aller à Grenoble. Mais en ce qui vous concerne, Claudine, vous faites Montréal-Paris, vous remplissez l'attestation, elle est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur qui est Retour en France. Vous gardez votre carte d'embarquement pour le prouver, vous déclarez votre adresse à Montpellier et vous rentrez à Montpellier. Une fois à Montpellier, vous le disiez, votre mère a 95 ans, il faut quand même être conscient que vous pouvez éventuellement porter un risque. Vous pouvez, quelle que soit la santé que vous avez, avoir attrapé le Covid dans l'avion. Donc, attention quand même. Moi, je vous conseillerais, une fois que vous arrivez à Montpellier, que vous arrivez chez les amis qui vous hébergent,
d'attendre une quatorzaine avant de rendre visite à votre mère. Cela dit, aujourd'hui, on peut rendre visite aux gens qui sont à risque, et évidemment, votre mère à 95 ans fait partie des personnels à risque, et donc vous pouvez lui rendre visite. Mais attention quand même, parce qu'on peut être en forme, on peut être asymptomatique et être quand même porteur du virus. Donc mon conseil personnel, c'est vous rentrez, vous vous posez chez vos amis pendant 14 jours, et ensuite vous vous occupez de votre mère. Maintenant, si elle a besoin, évidemment, d'appui parce que votre sœur est partie, ben vous lui déposez ses courses devant la porte, vous faites ce qu'il faut faire pour lui rendre service, évidemment. Non, vous avez un très beau système social en France que vous ne savez même pas, les gens ne se rendent compte même pas de ce qu'ils ont. La chance qu'ils ont d'avoir un système, même nous à Montréal, qu'on n'est pas mal, on n'a même pas la moitié de ce que vous avez. Alors moi, je peux dire chapeau la France. Merci de ce que vous dites parce que, écoutez, il n'est pas parfait, il a ses défauts et d'ailleurs aujourd'hui, il est quand même sous énormément de pression, mais un, il tient, deux, il est gratuit et trois, il touche tout le monde. Ce n'est pas le cas partout et notamment évidemment aux États-Unis où beaucoup de nos auditeurs sont aujourd'hui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alexis, je crois qu'Alexis, vous avez une question. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui revient assez souvent sur les réseaux sociaux et même en commentaire de certains de nos articles. Il y a beaucoup de Français qui ne comprennent pas pourquoi les Français qui proviennent du Royaume-Uni ou d'un pays de l'espace Schengen seraient soumis à cette obligation de quatorzaine ou de quarantaine, alors que ne seraient pas soumis, pardon, à cette obligation de quatorzaine ou de quarantaine, alors que les Français qui viennent des États-Unis ou des Canada le seraient. Est-ce que vous pouvez peut-être apporter quelques éléments de réponse là-dessus ? Oui. Alors, l'espace Schengen et plus largement l'espace économique européen, c'est en théorie un espace de libre circulation. L'espace Schengen, vous circulez normalement sans présenter vos papiers. La réalité aujourd'hui, c'est que les frontières sont quasiment fermées. Pendant le confinement, sauf les travailleurs transfrontaliers, vous ne pouvez pas traverser la frontière entre la Belgique et la France. Au moment du déconfinement, on a ouvert ça un peu plus. Et donc, typiquement, moi, j'ai de la famille à Bruxelles qui va rentrer à Paris après y avoir passé 2 mois. Elle va pouvoir rentrer pour des motifs familiaux. Le principe de la relation au sein de Schengen, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler en bilatéral avec les pays pour se mettre d'accord. Donc, à ce stade, il n'y a pas de quatorzaine prévue avec l'espace Schengen ou l'espace économique européen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Typiquement, aujourd'hui, l'Espagne, par exemple, envisage de faire une quatorzaine pour les gens qui arriveraient sur son territoire. S'ils le font, il faudra qu'on voit avec eux si nous, on fait la même chose. Le seul truc, c'est qu'au sein de l'espace économique européen, au sein de Schengen, on travaille en bilatéral. Alors, au sein des autres pays, il y en a 140, là, c'est du unilatéral. C'est-à-dire que les États-Unis, quand ils ont appliqué la quatorzaine, ils ne nous ont pas demandé notre avis. Le Canada, pareil. Et donc, la France, c'est unilatéral. C'est elle qui décide en fonction de l'état de la maladie dans ces pays-là et en fonction du risque qui est beaucoup de déplacements, qui décide de mettre en place ou pas une quatorzaine. Alors à ce sujet, d'ailleurs, on a pas mal de questions de gens qui envisagent d'aller en France et qui pensent à leur retour aux États-Unis ou au Canada, qui pour l'instant est pour beaucoup impossible, sauf s'ils ont la double citoyenneté ou s'ils ont une carte verte pour ce qui concerne les États-Unis, un peu plus simple au Canada. Il y a par exemple Jérôme qui à Chicago nous dit pour sa fille qui vient cet été ou qui veut venir cet été à Chicago. Elle est étudiante à Lyon, sachant que nous possédons des visas valables jusqu'en 2021, type L1, L2 pour sa fille. Pour le moment, ce n'est pas possible car nous n'avons pas de statut de résident permanent. Il a donc 2 questions. Y aura-t-il des exceptions possibles pour un tel cas de regroupement familial aux États-Unis avec ce type de visa L1, L2 ? Et avons-nous des indications de levée dans le temps de ces interdictions ? C'est évidemment une question qui va intéresser beaucoup de gens. Oui, alors, donc pour l'instant, ce n'est pas possible. Vous l'avez dit, c'est double citoyenneté ou carte verte aux États-Unis. C'est un peu plus large au Canada, puisque une résidence permanente et des permis de travail peuvent permettre de rentrer. On a même des permis d'étudiants dont on espère qu'ils vont pouvoir permettre de rentrer. Il y a des étudiants qui finissent leur 2e année à McGill, qui comptent rentrer cet été en France, qui normalement devraient pouvoir rentrer au Canada, mais je dis vraiment attention parce que normalement, ces choses peuvent changer. Donc là encore, s'ils peuvent rester au Canada cet été, mon conseil personnel, c'est plutôt d'y rester. Et quand on arrive aux États-Unis aujourd'hui, si on n'a pas de carte verte, pas de passeport, on ne peut pas entrer, regroupement familial ou pas. Vous savez qu'en plus, le président Donald Trump, le 23 avril dernier, a publié un executive order, un décret, bannissant l'immigration. Donc pendant 60 jours,
tous les dossiers en cours de carte verte sont arrêtés et n'exclut pas, sur la base d'un rapport qu'il devrait lui remettre dans les jours qui viennent, peut-être même d'élargir cet immigration ban aux autres permis du type permis de travail et autres. Donc nous, on est en contact régulier et dès qu'une annonce, on va dire, parfois intempestive du président Trump est faite, on appelle le consul à Paris qui est très sympa et qui est très serviable, qui nous donne l'information et on vous la met sur notre site internet et sur nos infolettres. Mais franchement, la situation que j'entends là encore, je n'ai pas l'information, on verra, mais je doute que cette personne puisse visiter ses parents à Chicago cet été. Il y a beaucoup de questions, excusez-moi, je me permets du coup de préciser sur le domicile, sur la quatorzaine, etc. Il faut déclarer un domicile. Et donc, si vous allez chez vos parents vous envoient une attestation d'hébergement avec un justificatif de domicile, une facture EDF ou autre. Vous mettez ça dans votre dossier. Hein, donc, il faut l'attestation qui est en français sur le site internet. Il faut l'attestation de domicile, l'attestation d'hébergement, votre carte d'embarquement. Enfin, pensez à tout ce qui peut prouver en fait que vous êtes en train de faire le déplacement, que vous êtes en train de faire. N'hésitez pas évidemment à en fait, c'est le jugement, la bonne foi et tous les documents qui permettent de le prouver. Voilà. Merci beaucoup. Je vous rappelle à tous, hein, si vous avez des questions spécifiquement pour l'instant sur la question des déplacements dans un sens ou dans l'autre, levez la main seulement sur ces questions-là et je vous donnerai la parole. Alors, par exemple, Laetitia. Juste, excusez-moi, Emmanuel, du coup, parce que sur la question du retour, ça c'est très important. Si vous venez en France, et que vous envisagez de retourner aux États-Unis ou au Canada, soit parce que vous êtes étudiant, soit parce que vous pensez passer des vacances en France, attention, le retour n'est absolument pas assuré parce que les règles peuvent changer d'ici là. Donc, même si aujourd'hui, vous pensez pouvoir rentrer, alors aux États-Unis, c'est clair, c'est carte verte, passeport. De toute façon, si vous avez le passeport, vous serez toujours autorisé à rentrer, peut-être 14 ans, mais au Canada, par exemple, attention, hein, parce que le retour n'est pas assuré. Laetitia, est-ce que vous nous entendez ? Laetitia n'est plus là. On a perdu Laetitia, mais on va prendre Delphine. Est-ce que Delphine nous entend? Allô, vous m'entendez? Oui, Delphine. Oui. Allez-y. Bonjour, je suis Delphine de Toulouse. Merci de prendre ma question. Bonjour à tous. J'ai une question qui complète ce que vous venez de dire, Monsieur Lescure, par rapport à la green card. Nous, on a passé l'entretien à l'ambassade. On a bien notre green card provisoire dans nos passeports et nous avons l'obligation de l'activer avant la mi-juillet. Nous avons posé la question naturellement aux douanes, à l'immigration, à l'ambassade. On a des réponses contradictoires. On nous dit d'une part qu'on ne peut pas y aller parce qu'elle n'est pas encore activée. Et par contre, pour la deuxième proclamation, on nous dit que oui, on peut y aller parce que sur notre cas en ligne, elle est bien marquée en issued. Est-ce que vous avez une information à ce sujet pour les gens qui ont déjà la green card dans le passeport, mais qui doivent l'activer? Alors, est-ce que vous m'avez envoyé un email à ce sujet? Parce que j'en ai reçu un hier ou avant-hier. Oui, ok. Oui, monsieur, tout à fait. Oui. Oui. Bon, donc, on n'a pas encore la réponse, mais en tout cas, on a votre email, donc on va y répondre. Tony Lopez, qui est en ligne, là, qui travaille avec moi et que je remercie tous les jours, et j'espère vous aussi, parce que c'est quand même beaucoup lui qui répond à vos courriels, est en contact avec le consulat. Donc, on va vraiment, avant de vous répondre définitivement, avoir une réponse, je dirais, claire et définitive du consulat pour pouvoir vous répondre avant que, évidemment, vous preniez vos billets qui, j'imagine, sont pris. Mais promis, on vous répond. Et si jamais vous n'avez pas de réponse, relancez-nous. Merci beaucoup. C'est très aimable. Merci beaucoup. Merci à vous. On va rejoindre Grégory à Miami. Grégory, est-ce qu'il y a des questions de ton côté? On avait une question d'Isabelle qui a des billets d'avion pour Paris-Charles de Gaulle au mois de juillet, donc le 24 juillet, avec un retour aux USA le 18 août. Et elle, en fait, elle se pose des questions. Donc, elle-même, elle est titulaire d'une carte verte. Ses deux enfants ont la double nationalité et son mari est seulement américain. Donc, sa question, grosso modo, c'est sera-t-il possible de venir, de venir pour sa famille, visiter sa famille, située dans le 42, dans la Loire, et ensuite d'entrer sur le territoire en ayant un motif non impérieux? Alors, pour elle, oui.
pour son mari et ses enfants. Alors, je ne sais pas si les enfants ont la double nationalité ou juste la nationalité américaine. Donc, la double nationalité. Pardon. Double nationalité, deux passeports, donc ça, il n'y a pas de problème. Le sujet, là, c'est le mari. S'il a un visa de longue durée en France, pas de problème. S'il n'en a pas, c'est plus compliqué. Alors, les consulats commencent à ouvrir, commencent à reprendre une activité, je dirais, un peu plus normale. Ils ont été totalement débordés par le rapatriement des Français pendant 8 semaines. Pendant 8 semaines, oui. Je sais par exemple, le consulat de Québec vient de réouvrir, le consulat de Montréal est toujours fermé, il y avait une question dans le chat tout à l'heure et on n'a pas de date d'ouverture. Donc les consulats reprennent une activité progressive, mais si le mari n'a pas de visa pour entrer en France, c'est pas facile aujourd'hui d'en obtenir un parce que les files d'attente sont très grandes. Donc s'il a un visa, ils pourront venir avec peut-être quatorzaine chez eux du coup dans la Loire. S'il n'a pas de visa, malheureusement, ils devront sans doute venir sans eux. Pour le retour aux États-Unis, carte verte et passeport pour les enfants, pas de problème. Merci beaucoup. Timothée, est-ce que Timothée, vous nous entendez? Je vous entends, oui. Est-ce que vous m'entendez? Absolument. Allez-y, posez votre question. Ok. Bonjour à tous. Donc, Timothée, je suis au Canada sur Ottawa. J'ai une mobilité retour vers la France qui est planifiée professionnellement pour fin juin. Donc, j'ai bien compris les attestations avec justificatif de domicile qu'il fallait avoir pour la quatorzaine, etc. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un document complémentaire que je pourrais obtenir de la part du consulat ou de l'ambassade de France pour attester de cette mobilité en fait professionnelle? Non, éventuellement, votre employeur peut peut-être vous faire un certificat disant que vous êtes bien employé et que vous allez travailler chez lui à partir du 1er juin. Mais il n'y a pas besoin de documents de l'ambassade et du consulat. Si vous avez un passeport français, vous rentrez avec votre passeport, vous remplissez l'attestation de domicile et rajoutez une attestation employeur. Mais ça, ce sera plutôt au cas où, je disais tout à l'heure, la quatorzaine est appliquée, ce qui n'est pas encore le cas. Avec les exceptions dont je parlais, motif impérieux. Et ça, c'est juste pour éviter la quatorzaine, si je puis dire. On va prendre encore quelques questions spécifiquement sur cette question des déplacements, puis on passera aux autres sujets. Éventuellement, on pourrait revenir aux déplacements et à toutes les questions que vous pourrez avoir vers la fin. Mais on va essayer quand même de varier. En attendant, Ève, est-ce que Ève est là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, formidable. Je vous remercie déjà pour ce webinaire. C'est extrêmement intéressant et ça nous fait du bien d'avoir des réponses à toutes ces questions. J'ai une question concernant… D'abord. Comment? Où êtes-vous, Ève, d'abord? Alors, je suis à Los Angeles, en Californie. Voilà, donc j'ai une question. Je pense envoyer mes enfants en France en UM. Déjà, je voulais savoir si cela était possible et comment cela se passe à l'arrivée, si les grands-parents, si leur grand-mère habite à plus de 100 km. Visiblement, c'est un motif impérieux, donc elle aurait peut-être la possibilité d'aller les chercher. Et ensuite, ma deuxième question, c'est que lorsqu'ils sont en France et qu'ils doivent, par exemple, aller de Provence en Corse, est-ce qu'ils doivent refaire une quatorzaine? Est-ce que l'on peut changer de domicile durant le séjour? Ok, alors, bonne question. Donc, sur les UM, je ne sais pas. Donc, on va appeler Air France, on va se renseigner. Et ça me fait penser le fait que vous soyez à LA, où il y a encore des vols réguliers entre LA et Paris. La personne tout à l'heure qui était à Ottawa, par exemple, ça va aussi parce que ça passe par Montréal. Air France est en train de réouvrir des vols petit à petit. Il n'y en a quand même pas beaucoup. De mémoire, il y a New York, Montréal, Chicago, Atlanta. Chicago va ouvrir. Montréal, enfin, il y a quelques-uns. Donc, pour LA, en tout cas, il y a des vols. Donc, si vous avez des vols d'autres villes prévus en juillet, il faut évidemment suivre sur le site Air France pour s'assurer que ce vol est maintenu. Vous serez sans aucun doute, évidemment, informé si ce n'est pas le cas de la part d'Air France. Les UM, on va se renseigner. Une fois qu'ils arrivent en France, vos grands-parents, c'est un motif impérieux, peuvent aller les chercher. Donc, eux, il faut leur télécharger l'attestation de retour en France. Il y a quelqu'un qui me disait, je n'ai pas trouvé d'attestation d'hébergement sur le site. Ce n'est pas une attestation d'hébergement, c'est une attestation de retour en France. Donc là, vous le remplissez pour eux. Et vos parents remplissent une attestation de déplacement au-delà de 100 km. C'est un motif impérieux. Je vais chercher mes petits-enfants à l'aéroport, il n'y a pas de problème. En revanche, à ce stade, une fois qu'ils sont rentrés en Dordogne, au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller en Corse, puisque les déplacements sont limités à 100 km. Donc, ils rentrent en Dordogne, ils restent à 100 km. Ça va sans doute évoluer. Aujourd'hui…
pardonnez-moi, c'est de Provence en Corse. Oui. Oui. Alors, Provence en Corse, ça fait peut-être 100 km, mais il y a un bras de mer entre les deux, donc je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Et la Corse, vous le savez, du fait de son caractère insulaire, envisage peut-être d'avoir des conditions particulières pour essayer de préserver une deuxième vague dans cette île. On a aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé un plan de soutien au secteur du tourisme. Café, hôtel, restaurant, camping, qui est évidemment dévasté puisque fermé depuis 8 semaines. Et la grande annonce qu'il a faite aujourd'hui quand même, c'est vous allez pouvoir aller en vacances en France, à condition évidemment que le déconfinement continue à bien se passer, ça fait 3 jours. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, une fois qu'ils seront en Provence, ils ne pourront sans doute pas aller en Corse, j'espère, ne sera plus valable quand ils arriveront. C'est-à-dire que j'espère que d'ici juillet, on pourra lever un peu les restrictions en déplacement en autorisant les déplacements de vacances. Mais à ce stade, ce n'est pas fait. Le Premier ministre a annoncé qu'on essaierait de le faire, donc faire en sorte que les Français puissent aller en France, y compris dans les dom-toms, a-t-il dit, a fortiori en Corse, cet été, en juillet et en août. Mais en gros, moi, ce que j'entends dans ce qu'il dit, c'est si le déconfinement se passe bien en mai, on ouvre les cafés, hôtels, restaurants en juin. Et si ça continue à bien se passer en juin, vos enfants iront en Corse au mois de juillet et d'autres pourront aller à Biarritz en Alsace ou en Bretagne. Dernier point, il a annoncé aujourd'hui, il faut quand même vérifier, et que vous pouvez vérifier avec l'hôtelier en question, mais il y a un accord de la plupart des branches représentatives de l'industrie hôtelière en France pour que si vous réservez aujourd'hui un hôtel du 15 juillet au 20 juillet à Avignon, que si jamais les règles de déconfinement changent et que vous ne pouvez pas vous y rendre, vous serez remboursé. Donc ça, c'est important aussi, si vous réservez, de vous assurer que l'hôtelier est bien prêt à prendre cet engagement. En tout cas, l'industrie s'y est engagée. Merci beaucoup. On va rejoindre Grégory qui, je crois, a une question Facebook. C'est ça, donc il y a un auditeur sur Facebook, c'est Jean-François, qui nous demande finalement si les parents chez qui il va être hébergé seront également en quatorzaine. Non, ils doivent être prudents, notamment dans leur contact avec vous. Écoutez, la France n'est pas un État policier. Donc, si vous êtes en quatorzaine, vous n'aurez pas un policier devant chaque appartement en train de surveiller ce que vous faites. Ce qu'on fait, c'est qu'on appelle à la responsabilité des gens. Donc, comment s'appelle la personne qui posait la question ? Jean-François. Si Jean-François arrive chez ses parents, le conseil, c'est de limiter les contacts avec eux pendant 14 jours, d'éviter de sortir et qu'eux soient conscients de ça, qu'ils sortent avec un masque, etc. Et qu'évidemment, comme toujours d'ailleurs, vous soyez en quatorzaine ou pas, vous soyez à l'écoute des symptômes. Parce qu'à partir d'aujourd'hui également, enfin à partir de lundi en France, si vous avez des symptômes, vous pouvez aussi être testé. Donc Jean-François rentre, il fait attention dans ses contacts avec ses parents. Je ne connais pas la taille de sa maison, de son appartement, donc tout ça peut être parfois un peu compliqué. Et si jamais il y a des symptômes, évidemment, ils se font tester l'un et les autres. Je ne connais pas non plus l'âge de ses parents. Si ses parents sont âgés et font partie des populations à risque, moi, mon conseil est encore personnel à Jean-François, ça serait rentrer, essayez de vous trouver peut-être un autre lieu de quatorzaine entre les deux pour les laisser à l'abri d'une contamination potentielle et ensuite rejoignez vos parents. Alors, on va prendre encore une question qui est Aline, je crois. Aline, vous nous entendez ? Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Lescure et à vous tous de Chicago. J'ai des compatriotes du Midwest qui me demandent, après une lettre que vous avez publiée, sur quel site il faut s'inscrire. Vous avez l'air de recommander à des Français qui reviennent définitivement en France, par exemple pour s'occuper, voilà, c'est leur retour, ils déménagent, et vous leur recommandez un papier et on n'est pas très très sûr de quel papier il s'agirait sur le site. Moi, il me semble que je n'ai pas à ma connaissance, en tout cas. Alors, voilà ouais, la question. Je ne sais pas si Tony peut le faire. S'il le fait, il va mettre le lien dans la conversation. C'est sur le site du ministère de l'Intérieur.
Et c'est une attestation de retour en France en provenance de l'étranger, dans lequel vous remplissez Je la les connais raisons de alors. votre retour. D'accord. Donc, on parle bien de la même. C'est D'accord. celle-là. Très bien. Donc, je l'ai trouvée, elle, effectivement, tout en bas. Il y a plusieurs attestations. Il y en a même une en anglais. C'est bien ça? Voilà. Donc, voilà, elle est là. Elle est là. Tony vient de la mettre dans la boucle. Je pense que le site auquel font référence les gens qui vous parliez, c'est un lien qu'on avait mis surtout au départ, quand c'était des gens qui étaient en déplacement professionnel ou personnel, qui se retrouvaient coincés à l'étranger. On leur conseillait de s'inscrire sur le site des affaires étrangères pour que le consulat soit conscient qu'ils soient coincés à Lima, New York ou Ouagadougou et qu'on puisse les aider à trouver la bonne information pour être rapatriés. Mais ça ne concerne pas évidemment les Français qui sont en Midwest et qui rentrent en France. D'accord. Et puis, si je peux me permettre, c'est plus une question où je sais que la réponse n'est pas encore établie. Qui sont vos interlocuteurs et avez-vous un pouvoir de poids avec nos relations diplomatiques afin de faire évoluer la situation, notamment des visas L1 et des visas J1, qui notamment touchent surtout des professeurs de français qui viendraient à Chicago? Non, c'est un gros sujet. Donc, moi, je suis là-dessus en contact avec Philippe Etienne, votre ambassadeur, notre ambassadeur à Washington, avec Karine Rispal au Canada, et aussi avec les autorités américaines et canadiennes ici, Isabelle Hudon, l'ambassadrice, et le consul général. Donc, on est en contact diplomatique constant. Parfois, au plus haut niveau, il y a des déclarations intempestives qui sont faites, qui parfois, d'ailleurs, peuvent nous inquiéter un peu sur, on va dire, la relation entre les États-Unis et la France. Je peux vous dire qu'au niveau diplomatique, administratif, ça fonctionne très bien, les contacts sont pris. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de nouveau sur ce sujet important. Merci beaucoup. On va clore ce tout premier chapitre qui a été plus long que prévu, mais on le savait. On le savait, il y a beaucoup de questions sur ces histoires de déplacement, de où on peut aller et comment. On reviendra à ce sujet-là sans doute vers la fin, mais juste pour clore cette partie-là, je vais aller vers Isabelle avec une question sur le sujet. Oui, j'ai une question de Stéphane qui concerne les remboursements de billets d'avion. Pour les personnes qui ont déjà pris des billets, il dit que les compagnies aériennes proposent des crédits, que c'est une solution qui est loin d'être idéale puisqu'on ne sait pas du tout quand on pourra de nouveau voyager et il souhaiterait plutôt un remboursement. Il dit qu'au Québec, Option Consommateur a lancé une action pour que des remboursements soient considérés, mais il demande quelle est l'action du gouvernement à cet égard. Oui. Alors, je sais qu'il y a des contacts pris autour de ça. Les compagnies aériennes, aujourd'hui, vous l'imaginez, sont dans une situation économique extrêmement difficile puisqu'il n'y a pas d'avions qui volent. Donc, c'est vrai qu'elles ont des trésoreries très, très, très tendues, pour ne pas dire plus. On est en train de voir comment les aider avec des prêts garantis, etc., pour essayer de s'assurer qu'elles littéralement survivent à la crise. Et c'est vrai que du coup, elles privilégient le remboursement par miles. On est en train de travailler, je ne suis pas sûr que ce soit encore totalement finalisé, pour que le deal, en gros, soit vous remboursez en cash, soit si vous remboursez en billets, que ce soit d'une valeur supérieure au moins à celle du billet concerné. Donc là, c'est pareil, on va suivre ça de près avec Tony et le ministère du Transport. Et si on a plus de détails formels, on vous les enverra, mais we are on it, comme on dit. Merci beaucoup. Donc, je voudrais qu'on passe au deuxième sujet qu'on avait prévu de traiter, qui est celui plus largement des aides, de toutes les assistances qui sont disponibles ou pas pour les Français de l'étranger et en ce qui nous concerne, les Français d'Amérique du Nord. Alors, il y a beaucoup de sujets, de questions qui nous sont venus sur l'école, sur notamment les bourses scolaires avec des gens qui se retrouvent en difficulté économique. Donc, il y a du fait des crises à la fois au Canada et aux États-Unis et qui ont des factures parfois très importantes à payer dans les écoles. Qu'est-ce qui, de ce point de vue-là, est mis en place pour aider les gens à essayer de passer cette période difficile? Oui. Donc, évidemment, le réseau est dans une situation aussi très difficile. Les écoles sont fermées. Un certain nombre d'écoles, et je pense que c'est le cas pour l'ensemble des écoles françaises en Amérique du Nord, ont fait de la télééducation, donc de l'école à la maison, qui a plutôt bien marché. En tout cas, le feedback que j'ai
sur les quelques écoles que je connais bien, notamment le lycée français de New York, où ma suppléante travaille, me dit que les systèmes ont été exceptionnels, mais ça ne remplace pas la classe, évidemment. Alors, il y a quelques écoles qui commencent à ouvrir. Je pense que le collège Stanislas à Québec a ouvert, toujours pas à Montréal, puisque Montréal reste confiné. Et on espère que petit à petit, les écoles vont ouvrir. Peut-être certaines avant l'été, d'autres à la rentrée. Il y a des parents dont la situation économique s'est dégradée, clairement, qui du coup ont des enjeux pour payer leurs frais de scolarité. De ce point de vue-là, il y a de l'argent qui a été débloqué au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Éducation, pour renforcer les bourses. Les commissions de bourse se réunissent. Et donc, on va essayer d'aider au maximum les familles qui sont concernées. Au total, je ne sais plus si c'est 100 ou 150 millions d'euros qui ont été débloqués, ce qui est à la fois beaucoup et peu. C'est beaucoup d'argent pour le budget de l'AEFE, mais malheureusement, il risque d'y avoir beaucoup de demandes. Je sais que les critères de bourse ne sont pas forcément toujours adaptés, notamment à des villes comme New York, San Francisco ou LA, où l'immobilier est assez cher. Malheureusement, à ce stade, ces critères ne peuvent pas être changés, mais ça fait partie des réflexions qu'il faut qu'on mène. Il y a aussi de l'aide développée pour de l'aide sanitaire, donc 40 millions d'euros de mémoire pour développer la télémédecine, et notamment pour les zones où la médecine est très peu développée. Mais ça peut aussi éventuellement concerner des gens qui auraient perdu de l'assurance santé aux États-Unis si elle était liée à leur job, qu'ils auraient perdu également. Et il y a de l'aide sociale qui a aussi été débloquée pour des situations sociales particulièrement dégradées pour lesquelles les consulats peuvent éventuellement fournir de l'aide. Donc ça, c'est le dispositif d'ensemble. Au total, c'est 240 millions d'euros. Ça a été annoncé il y a 10 jours par le ministre des Affaires étrangères et le ministre du Budget. Moi, je leur ai demandé de préciser ça en question au gouvernement la semaine dernière. Et c'est mis en œuvre, évidemment, au plus près du terrain par les consulats. Merci beaucoup. Grégory, vous avez une question d'un des lecteurs ou lectrice. Oui, c'est Zora, donc, qui est française et qui vit à Miami. Elle a une question par rapport à sa pension de retraite. Donc, elle explique qu'elle doit fournir un certificat de vie complet signé par le consulat en charge. Donc, et là, actuellement, vu les conditions, elle dit que c'est très compliqué pour obtenir ces documents. Donc, elle se demande si finalement elle va pouvoir continuer à percevoir sa retraite. Pour déconfiner, que ce soit l'UNICEF, que ce soit l'OMS, que ce soit… Allô, ouais. Donc, bonne question qui a beaucoup été posée, sur laquelle on a agi très, très vite. Donc, toutes les caisses de retraite ont été prévenues, évidemment, que les certificats de vie auraient plus de mal à arriver en ces périodes de confinement, on serait plus difficile à obtenir. Et donc, il y a de la latitude qui a été donnée. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évidemment essayer de le remplir, mais évidemment, tant qu'elle ne peut pas le faire signer par les autorités compétentes, elle ne l'envoie pas. Moi, je lui engage à nous envoyer un courriel. On a remis l'adresse tout à l'heure quand même, pour qu'on ait son cas en tête. Nous, on suit ça de près. Il y a deux choses qui ont été changées dès le début de la crise sanitaire. C'est donner plus de temps pour récupérer les certificats de vie, et deux, supprimer le délai de carence de 3 mois quand vous rentrez en France. Parce que, évidemment, si vous rentrez en France et que vous êtes malade, vous êtes soigné. Le sujet n'est pas là. Mais quand vous rentrez en France, je dirais, normalement, vous avez 3 mois avant d'avoir accès à la sécurité sociale, sauf urgence. Et ça, évidemment, on l'a supprimé par voie législative, par un amendement qu'on a porté dès le premier plan d'urgence pour s'assurer que des Françaises et des Français qui rentreraient en France pour des raisons économiques ou sanitaires puissent avoir un traitement médical, sanitaire dès leur arrivée. Donc, les caisses d'assurance maladie sont au courant de ça. Là encore, si vous avez un sujet, évidemment, vous nous écrivez. Mais ces deux points importants, certificat de vie pour qu'on puisse payer les retraites et délai de carence pour qu'on puisse être soigné, ont été nos deux priorités. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions sur ces aspects d'aide, mais plus au-delà des aides spécifiques sur la crise, aussi les démarches administratives et tout ce type de questions, n'hésitez pas. Allez-y, on a Bertrand qui nous attend. Bertrand, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Bonjour, monsieur Lescure. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous voir. Pour votre information, j'étais devant RDI il y a exactement 10 secondes. Il n'y a aucune école de Montréal qui réouvrira avant septembre. Ça vient d'être annoncé à l'instant. Voilà.
Merci. Oui, merci. Merci, c'est un scoop, puisque jusqu'à hier, il y avait encore une interrogation. Donc, merci de nous en informer. Ça date d'il y a 20 secondes sur RDI. En ce qui concerne les aides, je veux revenir à un petit point sur l'AEFE, l'augmentation des bourses, etc. Tout ça est très très bien. Mais le problème va surtout se poser pour les familles de classe moyenne qui n'ont pas le droit aux bourses, dont les revenus vont chuter, notamment ici au Canada, mais aussi en France, et qui vont avoir finalement des frais de scolarité qui ne seront aidés absolument pas. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire et est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour la classe moyenne? Et puis, ma deuxième question est concernant la suspension du paiement des loyers en France qui a été mis en place par ordonnance et qui va se poursuivre jusqu'à 2 mois après la levée des fermetures administratives. On en est déjà à 2 mois de loyer impayé, plus 2 autres, ça fait 4. Je comprends que c'est peut-être nécessaire, mais comment font les propriétaires de leur côté pour assumer leurs charges et comment surtout feront-ils pour récupérer leurs loyers impayés? Alors, sur les aides, évidemment, à ce stade, c'est le cas en France aussi, elles dépendent du revenu des gens concernés. Donc, la classe moyenne est une classe à la taille variable. Hein. Donc, si des gens qui ont des revenus modestes, en plus, perdent un job ou perdent des revenus à l'étranger du fait de telle ou telle activité et se retrouvent pouvoir bénéficier de bourses pour l'éducation, elles y auront droit, évidemment, dans le cadre de l'enveloppe dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai que l'essentiel des aides aujourd'hui va concerner les populations qui en ont le plus besoin. Alors, par ailleurs, évidemment, si vous êtes entrepreneur à New York, à Montréal ou étudiant au Québec, vous pouvez bénéficier des aides canadiennes, québécoises, montréalaises ou américaines ou new-yorkaises. C'est-à-dire que le principe, c'est que les gens qui sont installés dans un pays, notamment pour des raisons professionnelles, ont vocation à bénéficier des aides locales, et c'est uniquement pour des raisons sanitaires, sociales et d'éducation que l'État français a souhaité mettre en place ces aides, que personne d'autre au monde, sauf le gouvernement américain, n'a mis en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un État dans le monde qui a dit « je vais aider mes diasporas ». Sauf l'État américain, vous savez que le fameux chèque que vous recevez pour soutenir le revenu des gens qui touchent moins de 75 000 $, vous pouvez aussi en bénéficier si vous êtes à l'étranger et si vous êtes américain. Mais les étudiants canadiens à Paris n'ont pas d'aide, par exemple, etc. Sur les loyers, il n'y a pas de suspension obligatoire des loyers en France. Il y a des accords qui sont passés, et notamment avec les grands bailleurs qui suspendent les loyers. Alors, peut-être que vous parlez du cas particulier des hôtels et des restaurants, pardon, et des cafés. Non, je parle du cas particulier des baux commerciaux, même si ce n'est pas une obligation. Tout le monde sait que tous les locataires de baux commerciaux ont tous écrit à leurs propriétaires disant « je ne peux pas payer, il y a une ordonnance qui est sortie, je ne vous paierai pas ». À partir de là, même si ce n'est pas une obligation, on est mis devant le fait accompli. Moi, j'ai plusieurs baux commerciaux en France et il n'y en a pas un qui m'a dit écoutez, oui, je vais continuer à payer. Tout le monde m'a envoyé copie de l'ordonnance et tout le monde s'est garroché là-dessus, comme on dit en bon québécois, pour ne pas payer son loyer jusqu'à plus ample informé. Donc, il va quand même y avoir aussi à la sortie, même si ce n'est pas une obligation, même si ça fera l'objet d'accords de gré à gré, pour apurer la dette, etc., il y a aussi un certain nombre de gens qui ne pourront, de toute façon, même si l'activité reprend, ne pourront jamais payer. Ben oui, c'est-à-dire que là, vous mettez le doigt sur un des énormes défis économiques de cette crise. On essaye de décaler au maximum les dépenses des entreprises sur les loyers, sur les charges sociales, sur les impôts, sur les coûts. Mais évidemment, ça a un impact économique très important et il y a un risque que ce décalage de charges se traduise par des annulations de charges. On fait tout pour l'éviter au maximum. Mais malheureusement, on est dans une récession économique qu'on n'a jamais connue en France et partout dans le monde. Donc, il va y avoir des dégâts. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a des millions de chômeurs. Les chiffres sont sortis encore ce matin. Je pense que c'est 35 millions de chômeurs en plus
en 6 semaines, ces gens-là ne vont pas payer leur loyer et leurs propriétaires vont perdre le loyer. On a un système différent. On essaye de limiter la casse au maximum en France. À la fois en essayant de préserver le lien d'emploi entre les gens et leur entreprise, le lien de loyer, de bail entre les locataires et leurs propriétaires. Et donc, tout ça va se traduire par des effets qu'on espère plus limités et plus durables dans le temps. Mais oui, enfin, je veux dire, il va y avoir des pertes. Il va y avoir des pertes et ça, malheureusement, c'est la conséquence directe d'une crise économique qu'on va devoir vivre. Le risque, en fait, que parfois, moi, je vois, en fait, qu'on ait un système français particulièrement protecteur. Je m'en réjouis, moi. Je veux dire, je vois bien ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des lieux où ça va être un désastre. Mais les États-Unis vont aussi avoir peut-être une tendance à rebondir plus vite, à retourner la machine, parce que certains n'ont malheureusement pas le choix. En France, le sujet, c'est comme on protège énormément ce lien d'emploi, ce lien au revenu, le lien des entreprises à la vie réelle via les prêts garantis. Le risque, c'est qu'on redémarre aussi un peu plus lentement. Merci beaucoup. Fabienne, vous nous entendez? Est-ce que Fabienne est là? Fabienne n'est pas là. Je vais donc… Oui, je suis là. Allez-y, Fabienne. Vous avez échappé belle. Hein. Oui, bonjour. Oui, j'ai échappé belle. Je vous remercie, messieurs, de me répondre. Voilà, je suis PNC à Air France et je travaille à mi-temps, ce qui veut dire que je travaille 2 mois on, 2 mois off. Là, je suis sur mes mois off. Je reprends le travail le 1er juillet jusqu'à la fin du mois d'août. J'aimerais savoir si je devrais faire une quarantaine, comme tout le monde, ou est-ce que, vu que je serai en mission, je travaillerai. Je n'y vais pas pour aller voir… Et là, vous êtes basé en France ou en Amérique du Nord? Je suis basée en France. D'accord. Mais le risque, c'est que vous preniez un avion de Roissy à Montréal le 1er juillet, quoi. Et ce que vous me demandez, c'est si vous allez devoir passer 14 jours en quatorzaine à Montréal ou 14 jours au retour en plus à Paris, c'est ça, en gros? En gros, c'est est-ce que, vu que je travaille, ma mission recommencera le premier vol le 1er juillet. Est-ce que le 1er juillet, quand je vais arriver le 30 ou le 29, on va me dire non, madame, vous devez être en quarantaine. Donc, je louperai mes vols les premières quinzaines. Juste que je comprenne, vous êtes où actuellement? Je suis à Dayton, Ohio. Donc, je vais retourner… Ah, vous êtes aux États-Unis, c'est ça, c'est ce que je n'avais pas compris. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, je suis donc aux États-Unis. J'habite aux États-Unis, je suis américaine et française. Donc, je reprends mon travail le 1er juillet. Donc, normalement, je vais voler pour Air France. Le 1er juillet, normalement, j'aurai un vol. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est exactement le type d'exception auquel je sensibilise le gouvernement. Et j'ai passé une demi-heure avec Matignon tout à l'heure au téléphone. Alors, c'est un excellent exemple par ailleurs, donc je vais leur donner, parce que moi, mon exemple, c'était quelqu'un rentre travailler en France, il a un job le lundi, il arrive le samedi, vous n'allez pas les mettre en quatorzaine. Donc, ils ont bien compris ça. Ça va se traduire, j'espère, par ce qu'on appelle un motif économique impérieux d'exception. Mais donc, voilà, cet exemple est très concret. Donc, je vais le garder en tête si vous me permettez, et je le donnerai. Oui, bien sûr. Mais évidemment, Air France a besoin de vous sur son vol le 1er juin et pas le 1er juillet, pas le 14. Donc, ma réponse est très probablement non, pas de quatorzaine. Vous serez dans les exceptions. Mais là encore, dès qu'on a le décret, on va le mettre sur notre site, on le mettra sur notre infolettre et évidemment, je suis sûr qu'Emmanuel le relaiera dans ses publications. D'accord, bah écoutez, ça me ferait plaisir. Voilà, comme ça, je pourrais le donner à Air France, parce que Air France, c'est très bien que j'habite aux États-Unis, vous voyez. Là, en fait, j'ai pris depuis 1 mois et demi, j'ai pris des congés sans solde. Vous voyez, je devais travailler aussi au mois d'avril et j'ai pris un congé sans solde, sans paie. Donc, bon. Et vous êtes, excusez-moi, là, je suis très indiscret, mais vous êtes salarié d'Air France? Oui, je suis salarié d'Air France. Et je travaille à mi-temps à Air France. Il y a beaucoup de salariés d'Air France. Non, ça je comprends. Mais je suis étonné, je suis étonné que vous ayez dû prendre des congés sans solde. Oui, parce qu'en fait, j'aurais pu effectivement attendre le dernier moment et me dire oui, je vais faire partie des gens qui, comme la plupart des autres PNC, comme tout le monde d'ailleurs, ils ont reçu de l'argent du gouvernement, je suppose. Mais moi, je n'ai pas voulu faire ça. Je ne voulais pas prendre le risque, si vous voulez. Donc, non, mais ça, après, chacun s'arrange comme il peut. Oui, chacun s'arrange. Mais il y a du chômage partiel chez Air France. Voilà, oui. Bah, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais moi, Fabienne,
Oui. Merci beaucoup. On va rejoindre Alexis. Je vous remercie beaucoup. Hein. Merci. Alexis. Oui, une question sur l'école, une nouvelle fois, de la part de Céline qui se demande si vous prévoyez un remboursement partiel des frais de scolarité dans les écoles du réseau AEFE. Apparemment, dans son école, qu'elle ne précise pas où elle se trouve, les cours ont été réduits de 30 à 50% suivant les jours. Elle est très reconnaissante envers l'école et les professeurs qui assurent une certaine continuité, mais notre hôtel, on est très loin du service habituel. Pourtant, nous continuons à payer les frais de scolarité complets, les frais annexes étant déjà remboursés. Oui, la réponse à ce stade est non. Et je comprends bien la problématique de quelqu'un qui paye les frais pleins et qui se dit j'ai qu'un demi-service. Les lycées aujourd'hui ont tous les coûts. Hein, ils payent leurs professeurs, ils payent les locaux. Donc, malheureusement, ils doivent collecter les frais, à l'exception près des bourses dont je parlais tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si son cas est éligible ou pas, pour lequel il y a quand même un élargissement. Et puis, évidemment, des gens qui n'étaient pas concernés par les bourses qui vont l'être. Mais on a un réseau qui est extrêmement coûteux. Alors, c'est le cas aussi, à mon avis, à vérifier de l'ensemble des écoles privées aux États-Unis. Je ne pense pas que les écoles privées, sauf celles qui sont, je dirais, extrêmement bien lotis, mais aussi extrêmement chers, vont faire des rabais sur leurs frais de scolarité pour ce troisième trimestre, dont je reconnais qu'il a été loin d'être idéal. Merci beaucoup. Je crois que Marion est avec nous. Et Marion, vous voulez aussi poser une question sur les bourses. Oui, bonjour. Alors, c'est le mari de Marion. Marion. C'est Marion. Oui, donc nous, on est à Toronto. Merci. Bonjour à Monsieur Lescure, bonjour à tous. Merci pour ce webinaire qui est très intéressant. Moi, j'ai une question sur les bourses scolaires. Est-il envisagé de les ouvrir aux familles qui scolarisent leurs enfants en maternelle avant l'âge de 3 ans dans un établissement agréé, ce qui est notre cas. Nous, notre enfant va faire une rentrée à l'âge de 2 ans et 8 mois et on aurait aimé savoir si notre dossier a été donc pas accepté parce qu'il n'a pas 3 ans et on voudrait savoir s'il y a quelque chose qui peut aller dans ce sens-là, qui va aller dans ce sens-là. Merci. La réponse est je ne sais pas. Donc on va se renseigner. Hein. Tony a bien pris note, donc on va se renseigner auprès de l'AEFE ou en fait tout simplement d'ailleurs plutôt auprès du lycée de Toronto. Si vous pouvez nous envoyer un courriel avec le nom du lycée, j'imagine c'est le lycée français de Toronto, mais on va se renseigner. Et je l'envoie à quelle adresse? Alors, c'est roland.lescure@assemblée-nationale.fr. Tony va la remettre dans la conversation. Si vous voulez ouvrir le chat, il va la remettre. Vous pouvez retrouver dans la conversation, elle a été postée plusieurs fois. Elle a été postée, mais on peut la remettre. Elle est juste quelques lignes au-dessus. Là. Oui, je l'ai retrouvée. Je vous remercie. C'est ce qu'on va faire alors. Merci au mari de Marion. Là. Marion, exactement. On va rester au Canada, mais aller à Montréal avec Isabelle. Il y a une question. Oui, j'ai une question de Frédéric. Est-ce que Frédéric est en ligne? Sinon, je vais lire sa question. Oui, il est là. Il est là? Il est muté. Frédéric, est-ce que vous êtes là? C'est une question sur le délai de carence pour la sécurité sociale. Frédéric, vous êtes là? Allez-y alors, Isabelle. J'imagine que sa question… Je vais lire sa question. Est-ce que l'annulation du délai de carence pour la sécurité sociale sera poursuivie en juillet? Alors, bonne question. C'est vrai qu'au départ, c'était pour 3 mois. Donc, on est en contact avec le cabinet du ministère de la Santé pour essayer de prolonger ça, parce qu'évidemment, ça aurait du sens. Donc là aussi, on vous tient au courant dès qu'on a des nouvelles et on le mettra dans notre infolettre. Merci beaucoup. Alors, on va passer ce qui était le 3e point. Ça fait déjà 55 minutes qu'on se parle, donc on va sans doute dépasser l'heure si Roland Lescure en est d'accord un petit peu pour continuer de prendre des questions. Parce qu'on continue d'en arriver énormément. Il y a beaucoup d'intérêt ici sur le Zoom, sur le Facebook Live, évidemment. Mais on avait prévu de parler de la relance économique, de la sortie de la crise économique qui évidemment
va être compliqué. Vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure avec le tourisme, avec une annonce aujourd'hui du gouvernement sur ce plan d'aide au tourisme qui consiste principalement à essayer d'encourager les Français, il consiste beaucoup à essayer d'encourager les Français à prendre leurs vacances en France. Mais il y a aussi beaucoup de questions autour de ce que devrait être une reprise vertueuse qui est à la fois d'un point de vue de l'environnement, mais aussi d'aide publique dont on voit sous forme de garantie de prêt notamment aller à des très grosses entreprises qui ne sont pas forcément vertueuses ni sur le plan de l'environnement par la nature de ce qu'elles sont, si on parle de transport et d'aérien par exemple, mais aussi sur le plan social. Donc comment est-ce que, et là je parle au président de la commission économique de l'Assemblée nationale évidemment, comment est-ce qu'il va être possible pour la représentation nationale, pour les députés, de s'assurer qu'effectivement on va essayer de dépenser, en tout cas pour ce qui est la partie dépenses publiques, dépenser de l'argent d'une manière vertueuse pour s'assurer qu'on ne va pas continuer à polluer plus et aussi peut-être de manière tout aussi importante, mettre de l'argent dans les poches des investisseurs, dans les poches des financiers qui sont souvent dans ce cas, on l'a vu ici avec les plans d'aide aux États-Unis en 2008, les premiers à bénéficier de ces aides-là. Oui, ben c'est une excellente question. Donc, il y a un peu trois phases dans l'action économique du gouvernement. Il y a une première phase qui est on essaie d'éteindre l'incendie, c'est le plan d'urgence. Une deuxième phase, c'est on accompagne le rebond, parce que forcément, il va y avoir un rebond quand on ouvre les portes et les fenêtres. Et ensuite, on essaye d'organiser la relance. Et dans ces trois dimensions-là, ça ne peut pas être juste business as usual. Alors, je ne fais pas partie des gens qui croient au grand soir, qui pensent que d'un seul coup, l'économie va se transformer, on va transformer en profondeur le capitalisme ou l'évacuer d'un coup et trouver un autre modèle merveilleux parce qu'on s'est retrouvé confiné pendant 8 semaines. Mais cela dit, je pense qu'on peut faire les choses différemment, notamment que ce qu'on a fait en 2008. Sur la partie urgence, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'une entreprise qui bénéficie d'un prêt garanti par l'État ne doit pas verser de dividendes, ne doit pas avoir son siège social dans un paradis fiscal. Et donc, si une entreprise verse un dividende, elle devra rembourser le prêt garanti par l'État avec intérêt. Une entreprise ne peut pas bénéficier du fonds de solidarité et verser des dividendes. Alors, l'exception, c'est les petites entreprises pour lesquelles les dividendes sont souvent des manières de tout simplement rémunérer le dirigeant et pas d'enrichir les actionnaires. Mais prêt garanti par l'État, 0 dividende. Donc, Air France, 0 dividende. Et il y en aura d'autres. Il y a déjà beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui ont annoncé qu'elles renonçaient à leurs dividendes aussi parce que je ne veux pas faire non plus de l'entreprise bashing. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui sont conscientes du fait que la responsabilité sociale et environnementale, c'est important. Moi, j'ai fait une table ronde sur Zoom avec une dizaine d'entrepreneurs, petits, moyens et grands, de la Maïf aux restaurateurs du coin, et tous ont noté que cette crise avait énormément resserré les rangs dans l'entreprise et avait créé un sentiment d'appartenance un peu différent dont ils doivent tenir compte aussi à l'avenir, notamment dans le partage des rémunérations, dans l'engagement social et sociétal. Il y a des restaurateurs aujourd'hui qui livrent des repas dans les hôpitaux alors que le restaurant est fermé. Il y a plein de choses exceptionnelles qui se sont passées au sein des entreprises aussi. Et donc, pendant l'urgence, on est très clair. Pendant le rebond, on l'est aussi. Donc, typiquement, quand l'État a accordé un prêt garanti à Air France, 8 milliards au total, donc 7 milliards, 3 milliards de prêts garantis et 4 milliards de prêts directs, donc 3 milliards via des banques et 4 milliards de prêts directs. Il y a eu un accord formel signé avec Air France pour que Air France devienne la compagnie la plus environnementale, c'est une compagnie aérienne, mais ce n'est pas du vélo, mais la compagnie la plus environnementale du monde en termes de commande d'avion, en termes de nombre d'émissions par kilomètre et par passager, en termes de tout ce qui a trait à repenser et inventer l'aviation du futur. C'est clair, Air France a eu énormément de contraintes. Ce sera le cas avec Renault. On est en train de discuter depuis un certain nombre de jours d'une aide à Renault. Évidemment, l'automobile fait partie des industries qui vont être extrêmement affectées. Là aussi, il y aura un engagement donnant-donnant et on ne sera pas dans une logique où c'est du business as usual. Donc, par exemple, si on fait, ce qui est très probable, des primes pour acheter des véhicules neufs, genre prime à la casse,
elles seront évidemment concentrées sur les véhicules électriques, véhicules hybrides à très peu d'émissions. On va peut-être envisager d'élargir ça aux flottes, par exemple, aux flottes d'entreprises, qui aujourd'hui restent, mis à part EDF, La Poste et quelques autres, très en retard sur les émissions. Là aussi, il y aura un deal environnemental. Puis ensuite, sur la relance, il faut aller plus loin. Donc, il faut réfléchir à une stratégie industrielle qui effectivement privilégie les enjeux de transition environnementale. Typiquement, on va réfléchir à la rénovation des bâtiments. Bon, c'est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre en France. Il y a énormément de bâtiments publics et privés qui sont mal isolés, ça coûte une fortune. Souvent, vous êtes locataire, donc vous payez les factures d'énergie et votre propriétaire ne veut pas faire les travaux. Donc, en plus, il y a un désalignement d'intérêts. On va probablement avoir une politique assez ambitieuse de rénovation des bâtiments thermiques, de manière à la fois à, oui, relancer la construction, mais intégrer les enjeux environnementaux. Dernier point, il y a aussi les enjeux sociaux et sociétaux qui sont essentiels. Et donc, les accords d'intéressement et de participation qui permettent de partager la valeur au sein de l'entreprise avec tout le monde, les négociations sur l'organisation du travail. Les entreprises se sont énormément réorganisées autour du Covid. Il faut réintégrer ces conversations de manière plus durable pour voir si on peut, par exemple, mieux reconnaître les professions qui ont été en première ligne, les caissiers, les caissières, les éboueurs, les infirmiers, les personnels soignants, etc. Ça va prendre une discussion sociale, à mon avis, très importante qui doit accompagner les plans de relance. Mais comment est-ce que vous assurez que, effectivement, comment vous donnez les moyens de faire parce qu'on le voit bien et on l'a vu, je disais en 2008 avec l'histoire du too big to fail, il y a un moment où quand on met dans la balance des grands principes et la vertu avec l'emploi, avec l'effondrement économique, on le voit par exemple sur les compagnies aériennes, la défense du consommateur qui exige normalement qu'on puisse être remboursé de ses billets si on le demande. Et bien là, on nous dit oui peut-être, mais les compagnies aériennes, elles n'ont pas de cash, elles n'ont pas d'argent, donc on verra plus tard. Et on peut décliner ça dans plein de domaines. Donc, comment concrètement vous allez vous assurer que… parce que là, on est au stade des promesses, on signe de l'argent, on signe des… Non, il y a des engagements concrets d'Air France. Et Renault, on est en train de discuter… si on fait une prime à la casse pour vendre des véhicules électriques, on va s'assurer qu'ils ne sont pas faits à l'extérieur de la France, en tout cas pas tous, et qu'on peut s'assurer qu'un certain nombre d'usines installées en France et en Europe, mais aussi en France, vont bénéficier de ce plan de relance. Donc là, on est vraiment, pour les financiers, il y en a sans doute dans l'audience, on est dans un contrat de prêt. Et dans un contrat de prêt, tu peux mettre des conditions très, très contraignantes. La différence avec 2008, et je ne veux pas minimiser ni 2008 ni 2020, ce sont deux crises très importantes, mais cette crise-ci, elle est beaucoup plus vaste, elle est beaucoup plus lente, et j'ai peur, moi, qu'elle soit plus durable et plus profonde. La crise de 2008, elle était extrêmement sévère, extrêmement brutale, mais concernait avant tout le secteur financier, qui était complètement rouillé pendant quelques jours, puis ensuite très grippé pendant plusieurs mois, et derrière des effets indirects sur le reste de l'économie. Et donc, c'était très compliqué, parce que là, le too big to fail que vous mentionnez était très présent, de dire, excusez-moi, Lehman Brothers ou Morgan Stanley, on va réfléchir. Alors, en plus, beaucoup étaient aux États-Unis, où il faut reconnaître que ces politiques ne sont pas encore, on va dire, sur le dessus de la pile, de négocier un deal environnemental sur vous arrêtez de financer les gaz de schiste, par exemple. Mais là, ce n'est pas la même chose. Là, la crise est profonde. On a du temps, on a, pas des années, mais on a 2 ou 3 mois pour dessiner un plan de relance dont on va s'assurer, et ça va être fait au niveau européen, au niveau national, qu'on peut avoir une transformation industrielle, une révolution écologique et une relance de l'économie. Ça ne va pas être simple. Moi, je peux vous dire, pour travailler sur les sujets écologiques en France depuis un certain temps, ce n'est pas simple, mais c'est possible et c'est surtout indispensable. Moi, un truc qui m'a frappé, j'ai parlé avec un certain nombre d'experts ces dernières semaines, dont Thomas Philippon, qui est un Français qui réussit aux États-Unis, qui est à Washington de mémoire, ou à Boston, je ne sais plus, Boston, qui a écrit un bouquin super d'ailleurs que je vous conseille sur les enjeux de l'économie américaine récemment, et qui me disait,
On a découvert avec le Covid ce que ça veut dire qu'il y a un risque exponentiel. En janvier, on n'en entend pas parler. En février, on s'inquiète. En mars, on est tous chez nous. Et on a vu, en comparant la réaction, par exemple, de San Francisco et de New York. San Francisco réagit très vite, confine très peu de cas. New York confine 10 jours plus tard, énormément de cas. On a vu le prix de l'inaction. Eh bien, le réchauffement climatique, c'est pareil, sauf que c'est un temps un peu plus long. C'est des semaines, des mois et des années, plutôt que des jours, des semaines et des mois. Mais c'est pareil. Et je pense que le wake-up call, là, on est en train de le vivre. Et donc, moi, je suis convaincu, en tout cas, qu'en Europe, ça prendra peut-être un peu plus de temps aux États-Unis, mais par exemple, au Canada, je sais que c'est le cas, parce que moi, j'ai des contacts avec le gouvernement canadien qui réfléchit à son plan de relance. Dans le plan de relance canadien, même en Alberta, il y aura des contraintes environnementales, j'en suis convaincu. Merci beaucoup. Alors, je vous encourage à continuer de poser vos questions. Levez la main pour les quelques minutes qui nous restent, ou qu'on va prendre sur ce qui ne nous reste plus. Levez la main si vous avez encore des questions sur ces questions économiques, mais on va élargir à nouveau pour vous laisser continuer de parler des sujets qui vous préoccupent aussi sur les déplacements notamment et autres. Alors, allez-y, levez la main. Non, mais je vois déjà, il y a Yves qui dit, est-ce que je peux aller en France avec ma fille qui a le passeport périmé, le passeport français périmé et le passeport américain? La réponse est oui, mais normalement, il faut avoir un certificat de nationalité qui est donné par le consulat. Alors, je vois que là, le consulat ne répond pas. Envoyez un email au consulat. Ils peuvent vous donner un certificat de nationalité et normalement, votre fille pourra rentrer sans problème avec son passeport français périmé, son passeport américain et son certificat de nationalité. Exactement. Timothée, vous nous entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Rebonjour. Rebonjour, merci pour ce webinaire et merci pour cette seconde question. J'avais une question pratique sur le délai de carence de l'assurance maladie, au-delà de ce qui a été dit. Pour donner un cas très concret, c'est moi je vais être transféré, je vais revenir du Canada en fait fin juin, mais mon contrat de travail français ne va commencer qu'au 1er septembre, donc je serai en congé de mon contrat de travail canadien en juillet-août, donc je sais que je serai couvert par l'assurance maladie du Québec et ma complémentaire canadienne dans cette période. Donc, je voulais savoir si l'assurance maladie française s'activera dès que je poserai le pied sur le sol français début juillet ou bien seulement en début septembre, date de mon contrat de travail. C'est certain que pendant la période estivale, le système français, ça a été dit tout à l'heure, étant meilleur que le système québécois en l'occurrence, je serais plus rassuré d'être couvert par l'assurance maladie française dès que je pose le pied sur le sol français. Merci. Alors, à ce stade, si vous rentrez le 1er juillet en France, vous aurez un délai de carence de 3 mois. Ça a été le cas de ma famille quand elles sont rentrées. Évidemment, vous l'avez dit, en cas d'urgence, vous serez traité, mais vous n'aurez pas accès, je dirais, à une médecine de ville traditionnelle. Actuellement, ce délai de carence est supprimé. Et donc, on est en train de travailler à étendre cette exemption. Et donc, dès qu'on l'aura, dès qu'on aura des nouvelles, on pourra vous en informer. Mais à ce stade, cette exemption courait de mémoire jusqu'à mi-juin. Donc, on est en train de voir si on peut l'étendre encore un peu au-delà de cet été, ce qui, du coup, vous couvrira. Alors, juste parce que là, je me souviens de votre question d'avant, là. Donc, juste pour bien préciser cette histoire de quatorzaine, si vous rentrez le 1er juillet et que vous avez un certificat de votre employeur qui vous dit que vous commencez à bosser au 1er septembre, là, la quatorzaine, vous risquez de la faire. Ce n'est pas la prison, hein, je le répète, c'est vous rentrez chez vous, vous évitez de sortir et vous vous posez pendant 15 jours sans trop naviguer. Mais là, vous risquez de l'avoir, là, du coup. On va rejoindre Isabelle à Montréal avec une question, je crois, sur Facebook. Oui, alors j'ai une question. C'est une personne qui est séparée. Jean-Daniel demande que fait-on dans le cas des enfants de parents séparés, un au Canada, un en France, si le Canadien rentre en France? Alors, donc un parent d'un côté de l'océan, un parent de l'autre. Les enfants sont avec le parent numéro 1 toute l'année et puis rentrent l'été en France. Ça arrive évidemment très souvent. Donc, les enfants peuvent rentrer en France, pas de problème. 2, sur la quatorzaine, moi je suis en train aussi de travailler pour rassurer les gens sur le fait que ça peut faire partie des motifs impérieux. En l'occurrence, si les enfants rentrent pour tout l'été, le fait de passer 14 jours avec parents 2 chez lui ou chez elle, ce n'est pas la fin du monde pour des jeunes enfants.
Mais typiquement, moi j'ai eu ce problème-là aussi pour des gens qui habitent à Bruxelles, parent 1 avec des enfants et parent 2 à Paris, qui me dit je ne vais pas traverser la frontière, arriver à Paris, mettre mon fils en quatorzaine alors qu'il est là pour le week-end. Donc c'est typiquement le genre de motif impérieux familial qu'on va essayer d'intégrer dans les exemptions de quatorzaine. Merci beaucoup. Est-ce que Marie-Hélène nous entend? Marie-Hélène, peut-être pas. Est-ce que Bettina nous entend? Non, si je suis là. Marie-Hélène, allez-y, Marie-Hélène. Bonjour. Je me permets de vous demander une question. Moi, je suis dans l'autre sens. Je suis en France actuellement. Je suis rentrée en décembre. Je suis titulaire d'une carte verte que j'ai gagnée à la loterie en 2015. Et je travaille dans le cinéma, qui est un ciné complètement à l'arrêt, complètement sinistré. Et j'aimerais savoir si j'aurais un problème, si je reste longtemps en France pour retourner aux États-Unis, sachant que l'année dernière, j'étais restée 6 mois et quand je suis rentrée par Miami, j'ai eu des problèmes avec le service d'immigration. Oui, vous savez que la carte verte est censée concerner des gens qui sont installés de manière durable aux États-Unis. Alors, on connaît tous des gens qui viennent régulièrement revalider leur carte verte en faisant des allers-retours européano-américains réguliers. Mais c'est vrai que dans cette période particulière, le risque que vous soyez un peu bousculé à la frontière existe. Alors, vous êtes dans un secteur en plus particulièrement sinistré, donc pas facile. Vous êtes dans votre droit. Si vous êtes rentré en décembre, vous avez dit que vous avez passé 6 mois en France et vous retournez aux États-Unis, vous y avez droit puisque vous avez une carte verte pour travailler. C'est votre droit, vous avez une carte verte. Normalement, ils doivent vous laisser rentrer. Mais attention, vous savez bien qu'ils examinent tout. Et que si ils réalisent que en gros vous venez 3 jours par an tous les ans, il y a un moment où ça risque de mettre en danger votre carte verte. Ah non, moi c'est pas ça. Je suis restée. Vous m'entendez encore? Oui, je vous entends. Ouais. Oui, non, moi c'est qu'en fait, comme j'ai changé de ville à chaque fois, j'ai fait San Francisco, j'ai fait Los Angeles, j'ai fait New York. L'année dernière, je suis retournée à Los Angeles parce que je n'arrive pas à rentrer dans les syndicats, donc je n'arrive pas à trouver du travail comme je veux, donc je vis avec 3 fois rien. Et donc, en fait, même avec ma carte verte, je n'ai pas le droit de travailler parce que je ne suis pas dans les syndicats et que les règles d'entrée sont difficiles. Donc, du coup, moi, je me retrouve toujours à retourner et je n'arrive pas à trouver de boulot. Donc, vous comprenez bien, c'est pour ça que l'année dernière, je suis restée plus longtemps. J'ai attendu la période où je savais que j'avais plus d'opportunités de pouvoir rentrer, c'est-à-dire au niveau de l'été. Et donc, je leur ai expliqué que du coup, je ne voulais pas retourner à New York, mais à Los Angeles. Et donc, j'étais restée plus longtemps puisque j'attendais la période propice où je pourrais espérer me faire embaucher. Malheureusement, j'ai travaillé pour quelqu'un qui ne m'a pas payé. J'ai fait l'objet d'harcèlement sexuel. Donc, du coup, voilà, c'est un peu lourd. Ouais. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé plus de travail en Amérique que je n'en trouve en France. Donc, oui, alors ça, c'est effectivement lié aux particularités de votre profession. Quand les syndicats sont très forts aux États-Unis, ils sont très forts. Donc, mais bon, c'est normalement votre droit, si vous travaillez, vous avez une profession, une carte verte, de rentrer aux États-Unis pour y travailler. Merci Marie-Hélène. Bettina, est-ce que vous nous entendez? Bettina est là? Bettina n'est pas là. On va rejoindre Greg. Oui. Qu'elle active son micro, je pense, Bettina. Oui, mais c'est possible. Grégory. Oui, je vous entends. Ah, alors voilà, on a retrouvé Bettina. Pardon. C'est pas grave. Oui, bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Voilà, moi je suis rentrée le 14 mars, j'habite à Los Angeles et je suis rentrée le 14 mars parce que ma fille devait accoucher, donc avant le confinement français et celui de Californie, pardon. Et je suis bloquée maintenant depuis 2 mois puisque je ne peux plus revenir vu que j'ai un visa. On est parti en expatriation avec mon mari. Mon mari est bloqué à Pasadena et moi je suis ici, ça fait 2 mois. Je voulais savoir s'il y avait des négociations peut-être en cours avec le gouvernement Trump pour savoir si au moins les visas de travail pouvaient repartir parce que on est dans l'incertitude, on ne sait pas trop. Lui ne peut pas venir parce que s'il pose ses 5 semaines de congé, s'il reste bloqué, ben après le travail, il est confiné, il travaille de la maison, il travaille pour la société Thales.
Donc, on est un peu dans l'incertitude, quoi. Oui, non, mais vous êtes au cœur des gens qui sont directement victimes de ce travel ban, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que des couples, il y en a beaucoup qui sont séparés pour des raisons personnelles, parce que voyage, parce qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Et c'est très compliqué. Pour vous, aujourd'hui, ce n'est pas possible de rentrer aux États-Unis. Et j'ai peur que ça dure. Alors, combien de temps ça durera? Franchement, je ne sais pas. Tout le monde va, je pense, progressivement déconfiner dans les semaines qui viennent. Si ces déconfinements se passent bien, on peut imaginer des étapes progressives où parmi les étapes, il y aura la levée du travel ban pour les visas de travail. Donald Trump, il veut une chose, relancer son économie le plus vite possible et accessoirement même avant les élections si possible. Donc je pense qu'une fois qu'il a fait un peu de démagogie avec l'immigration et les travel bans, je pense qu'il va avoir en tête quand même l'impact qu'ont ces gens-là sur l'économie américaine. Mais là, on est vraiment dans du fine-tuning. Donc, je ne sais pas si c'est juillet, août, septembre. Franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de la réciprocité en l'occurrence? C'est-à-dire, est-ce que la France attend de voir ce que les États-Unis vont faire? Oui et non. Non, on ne fait pas de la réciprocité parce que nous, on est typiquement, par exemple, les permis temporaires ont été prolongés de 3 mois automatiquement dès le début en France. On est vraiment dans une logique sanitaire. Donc, on essaye de gérer les risques sanitaires du mieux possible. On n'est pas dans des moments de négociation où on a le temps de négocier 140 accords bilatéraux avec le monde entier. Alors, c'est vrai que les États-Unis, le Canada, c'est des pays plus importants que d'autres où il y a moins de Français. Mais donc, vraiment, mis à part au sein de l'espace économique européen, où là, on essaye de faire de la concertation, de la coordination, sur le reste, c'est très unilatéral. Mais ça n'empêche pas qu'ensuite, les contacts sont bons et qu'on essaye d'influencer les décisions dans un sens qui nous est favorable, comme ça avait été le cas sur les fameux 15 mois des visas de travail, des visas entrepreneurs, pardon, qui avaient été pris de manière unilatérale par le gouvernement Trump il y a presque un an. Merci. On va aller une dernière fois vers Miami avec Grégory et puis après on prendra une petite série de questions et ça sera terminé parce qu'on a déjà un peu débordé. Mais juste, il y a énormément de gens qui continuent de lever la main. Donc on va essayer, en vous demandant d'aller très vite dans vos questions. Mais d'abord, Grégory. Du coup, on a une question sur Facebook de Michel qui explique qu'elle est franco-américaine installée en Californie. Elle explique ne pas vouloir rentrer cet été en France. Par contre, elle s'inquiète par rapport au renouvellement de ces médicaments. Elle se demande comment le faire, par quel moyen, est-ce que c'est le consulat ou un autre moyen? Alors, la réponse courte, je ne sais pas. On va se renseigner. J'avais déjà vu ce problème-là avec un autre consulat et je pense que le consulat avait aidé. Donc, en tout cas, je vous conseille vraiment d'écrire un courriel au consulat. Là encore, sur notre site internet ou sur notre infolette, il y a tous les contacts des consulats. Donc, n'hésitez pas à leur écrire. Écrivez aussi à Tony, donc à l'Assemblée, à l'adresse courriel qu'on a donnée tout à l'heure. Mais de mémoire, les consulats peuvent aider là-dessus. Je l'ai vu sur un exemple précis il y a quelques semaines. Merci. On va faire rapid fire questions avec Marie-Hélène d'abord. Marie-Hélène, vous nous entendez? Marie-Hélène, une fois, deux fois. Alain, est-ce qu'Alain nous entend? Oui, bonjour. Bonjour, allez-y Alain, si vous pouvez poser votre question. Bonjour, messieurs, merci de prendre ma question. Je vais essayer d'être rapide. Donc, moi, je n'ai pas de problème de visa, etc. Ma femme et moi, nous vivons à Tucson, en Arizona. Comme chaque année, moi, j'avais prévu de revenir en France cet été pour voir ma famille, mes enfants, etc. Donc, si j'ai bien compris, à l'arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, je devrais être mis systématiquement en quarantaine. Ou bien, est-ce qu'il y aura un test qui sera fait, une prise de température ou autre, qui me permettra de sortir de Charles de Gaulle, j'allais dire libre, entre guillemets, ou bien vais-je être mis systématiquement en quarantaine sur Paris, par exemple, sachant que ma famille, évidemment, est disséminée dans la France. Et moi, le but du jeu, chaque été, c'est de faire le tour des foyers, des différents foyers entre mes enfants et ma famille. Merci Alain. Oui, alors vous avez utilisé un terme foyer, il faut faire attention quand même, parce que non mais je plaisante qu'à moitié. L'objectif, c'est d'éviter la circulation de l'épidémie. Alors Alain, je ne vous le souhaite pas, mais si vous attrapez le Covid dans l'avion et que vous faites le Tour de France derrière parce que vous êtes asymptomatique et que vous le redonnez à toute votre famille, on a un sujet.
Je ne vous le souhaite pas, évidemment, mais c'est ça le risque. Donc, la quarantaine, ce n'est pas la prison. Vous arrivez à Charles de Gaulle, on ne vous met pas dans une case. Mais effectivement, on vous dit, si c'est le cas, vous êtes en quatorzaine. Donc, dans ce cas-là, vous rentrez chez vous et vous vous mettez en quatorzaine pendant 15 jours. Donc, vous choisissez votre petit-enfant préféré ou votre fille préférée, vous vous mettez chez elle pendant 14 jours et après, vous faites le tour. Mais pour l'instant, c'est 100 km. J'espère que ça va être élargi cet été dans le cadre du plan tourisme et que vous pourrez aller voir toute votre famille. Mais attention quand même, hein. Je plaisante un peu, mais notre discipline individuelle, c'est le garant de notre succès collectif. Si tout à chacun, on se dit « tout va bien, je ne suis pas malade, je fais le Tour de France », c'est sûr qu'on va se retaper une deuxième pique. Donc, s'il vous plaît, vraiment, soyez extrêmement disciplinés. Et bravo à Tucson, Arizona. Merci. Muriel. Oui, vous m'entendez? Oui. Super. Je crois que vous avez répondu en partie à ma question, hein. Moi, j'ai un E2, dépendante du E2 de mon mari qui, lui, il n'est pas question qu'il prenne le risque de rentrer en France. Moi, je peux prendre ce risque, j'ai moins d'attaches professionnelles, mais j'ai compris que pour l'instant, si je pars, je ne sais pas quand je peux rentrer et qu'en tout cas, pour l'instant, je ne peux pas rentrer. Alors, j'ai deux petites questions. La première, c'est où est-ce que sans vous ennuyer, on peut trouver finalement en temps réel? Est-ce qu'il y a une plateforme en temps réel? Est-ce que vous avez des mises au point hebdomadaires ou autres avec vos interlocuteurs? Ma deuxième question, c'est la personne qui parlait il y a 2-3 cas et si elle tentait de rentrer, est-ce qu'on est bloqué en France ou est-ce qu'on est bloqué par l'officier en arrivant aux États-Unis si on tente, entre guillemets, de rentrer, si les choses ne sont pas claires? Et puis la dernière chose, c'est juste pour la personne c'est une parenthèse. Moi, j'ai réussi à me faire livrer des médicaments de France. Ça a bien fonctionné. Donc, la personne qui était dans le besoin peut peut-être tenter si les médicaments ne sont pas trop chers. Et par quel biais, alors, vous aviez parlé à qui? Alors, mon ordonnance m'a été envoyée électroniquement. Je l'ai transférée à une pharmacie que je connais bien. Voilà, qui a pris le temps d'aller à la poste pour moi et qui m'a fait confiance pour qu'ensuite je lui rembourse l'envoi. Mais par contre, ça n'a pas été bloqué à la douane. Voilà. Très bien. Ben, merci à Muriel d'avoir répondu. Pour des médicaments pas chers, ça vaut le coup de tenter. Oui. Ouais. Donc vous avez bien compris les règles. Sur la mise à jour, nous, on a un FAQ, donc une foire aux questions, Frequently Asked Questions, qui est sur notre site internet. Toutes les semaines, à peu près, hein, on fait une infolettre. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous envoyez votre courriel à Tony à l'Assemblée nationale. Il vous mettra dans la base de données dans lequel on réactualise cette FAQ. Et le FAQ est aussi disponible sur notre site internet rolandlescure.fr. Et puis, la question, c'était, sur l'infolettre. Il y avait aussi, j'ai oublié la troisième question qui était entre les médecins et les médicaments et le… Et moi aussi. On va donc aller à… Pardon, allez-y, Roland. Non, c'est ça. Donc, désolé, moi, Davy, vous avez la dernière question. Allez-y. Oui, alors, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, pour info, la question, ça m'intéresse. J'ai retenu la question, c'est à savoir si, quand on revient aux États-Unis, on est bloqué soit avant l'embarquement dans l'avion ou à l'arrivée. Oui. Ah, merci. Il y en a un qui suit. Et en fait, il y en a un qui suit. Merci. La réponse est je ne sais pas. Donc, on va là aussi se renseigner auprès du consulat. Le risque, c'est que vous vous retrouviez aux États-Unis bloqué et renvoyé. Parce que vous savez bien, les contrôles, quand on passe les contrôles aux États-Unis, quand on passe les contrôles en France, pardon, pour aller aux États-Unis, vous avez juste un officier de sécurité privé qui vous attend à l'entrée dans l'avion et qui regarde si votre passeport est valable. C'est à peu près tout. Donc, peut-être que cette personne vous dira « vous ne pouvez pas entrer ». Je ne pense pas que les compagnies aériennes vérifient ça. Et le risque, c'est que vous soyez renvoyé une fois là-bas. Mais on va se renseigner. Hein. Franchement, je n'ai pas la réponse exacte. Bon, ma question, ce n'était pas celle-là, parce que pour le moment, nous, on ne prend pas le risque de faire l'aller-retour en France. Mais c'est pour ma fille qui a été reçue positivement à Montréal dans une université. Et donc, on doit faire les démarches de visa J1. Et on habite dans le Michigan, là. On est en visa E2. Donc, toute ta famille est en visa E2. Et en fait, elle doit rentrer au mois d'août. Et on se demande, en fait, les démarches de visa J1, comment on peut passer les délais
par rapport à doute, parce que moi, il va falloir… Excusez-moi, mais pourquoi un visa J1 pour aller à Montréal? C'est un permis étudiant, non? Oui. Bah oui, parce qu'on est français. Donc, vous êtes français, vous appliquez à Montréal et donc vous demandez un visa canadien de permis d'étudiant, c'est ça? L'équivalent du J1, je suppose. C'est l'équivalent du J1, ok. L'équivalent du J1, ok. D'accord. Oui. Ah, ça s'appelle le J1? Non, mais c'est pas grave. Enfin, les Canadiens appellent ça différemment, mais ok. Donc, j'avais peur de ne pas avoir compris si c'était bien à Montréal qu'elle va. Donc, si elle va à Montréal, ouais. Donc, il faut qu'elle postule effectivement un permis de travail étudiant. J'ai eu l'ambassadrice du Canada en France il y a 3 jours. Elle me dit les seules personnes qui sont aujourd'hui à l'ambassade, donc qui ne sont pas en télétravail, sont ceux qui traitent les visas, donc ils le font. Mais évidemment, c'est plus long que d'habitude. Et donc, je vous engage à faire les démarches. Vous les avez peut-être déjà engagées tout de suite. Et ensuite, effectivement, il faudra qu'elle ait son dossier vraiment complet avant d'aller au Canada. Le Canada, ce n'est pas les États-Unis. Donc, pendant un certain temps, jusqu'à il y a 2-3 ans, parfois, les étudiants arrivaient avec un dossier pas tout à fait complet. Ils venaient en touriste. Ils faisaient ce qu'on appelait le tour du poteau. C'est-à-dire qu'ils allaient à la frontière américaine, ils rentraient aux États-Unis avec un ESTA, ils repassaient et ils se faisaient leur immigration. Ça, c'est fini. Donc, il faut vraiment arriver à Montréal avec les formalités complètes. Voilà. Donc, je ne sais pas si je sais pas où vous êtes aux États-Unis. Les formalités, je ne sais pas si elles se font au consulat canadien de la ville dans laquelle vous êtes ou s'il faut qu'elles passent par l'ambassade à Paris. Ça, on peut aussi se renseigner. Mais en tout cas, je vous engage vraiment à avoir tout complet avant de l'envoyer là-bas. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent fin août et les douanes sont beaucoup plus exigeantes qu'elles n'étaient avant. Merci beaucoup. Voilà qui conclut finalement cette heure qui est devenue 1h30 d'entretien, de questions et d'échanges avec Roland Lescure, député des Français d'Amérique du Nord, des Français du Canada et des États-Unis. Merci encore Roland Lescure d'avoir bien voulu prendre le temps d'être avec nous et de répondre à toutes ces questions. Beaucoup d'engagement, beaucoup de questions. On est à 4 ou 5 000 personnes qui ont suivi le Facebook Live, à la fois sur French Morning et sur Maudit Français. Continuez de nous suivre sur French Morning et sur Maudit Français. On fera ce qu'on continue de faire de notre mieux, c'est-à-dire d'essayer de vous informer sur tout cela, sur ce qui se prépare côté français, ce qui se prépare côté américain, de vous en dire le plus possible. Continuez de suivre nos webinars. Vous savez qu'il y a 2 jours, par exemple, on avait un webinar avec la consul générale de New York, très suivi aussi. On en fera d'autres dans les autres consulats avec d'autres consuls, à la fois aux États-Unis et au Québec, pour continuer de répondre comme ça à vos questions autant que possible. Suivez-nous sur French Morning, sur Maudit Français. Et puis, la bande FM sera, vous savez que c'est une émission hebdomadaire, elle sera de retour jeudi prochain à 12h30, heure de New York, à 9h30 sur la côte ouest. Et pour le prochain épisode, on parlera, là encore, vacances. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas rentrer en France? Bref, on essaiera d'avoir vos témoignages, vos questions aussi sur cette question cruciale de cet été qui s'annonce très, très particulier. Merci encore à tous. Merci à toute l'équipe de French Morning pour leurs efforts encore une fois. À très bientôt sur French Morning et Maudit Français. Merci Emmanuel pour tout ce que vous faites et à bientôt à tous et à toutes. Portez-vous bien. À bientôt.